comme le Qatar, sont des pays qui sont un peu à la lisière de l'influence américaine et également du jeu de l'Iran. Et on sait très bien qu'il y a un jeu de balance important qui pourrait être mené dans les prochaines années par ces pays-là. Alors pourquoi parler de l'Iran justement? Parce que, toile de fond également, en toile de fond, nous avons la pénétration iranienne dans le jeu arabe aujourd'hui. On le voit aujourd'hui, la révolution iranienne n'était pas seulement une révolution chiite à la base, mais une révolution pan-islamique qui vise en quelque sorte à donner à l'Iran en quelque sorte de leadership islamique. On le voit aujourd'hui, certes, on voit se dessiner un croissant chiite, persan diraient d'autres, au Proche-Orient, avec la mainmise bientôt sur l'Irak, majoritairement chiite. L'alliance stratégique avec Damas, les Alaouites au pouvoir, sont une secte qui dérive du chiisme. La mainmise aujourd'hui sur les institutions libanaises par le biais du Hezbollah, parti, s'il en faut, pro-iranien, mais également le soutien depuis plusieurs années, notamment à la suite du 11 septembre, le soutien affirmé par Téhéran au Hamas, mouvement sunnite, qui permet à Téhéran de tenir l'étendard de la Palestine, et qui tient l'étendard de la Palestine tient naturellement l'étendard de la revendication islamique politique. Au-delà même, les frères musulmans en Égypte, aujourd'hui, sont ouvertement encouragés, soutenus par Téhéran, notamment par les gardiens de la Révolution, et cela permet justement à Téhéran d'affirmer une symbiose sunnito-chiite dans un monde aujourd'hui où pourtant sunnites et chiites avaient jusque-là plutôt tendance à s'affronter. On a vu donc deux toiles de fond. D'un côté le modèle turc, de l'autre l'influence iranienne. Les Ottomans, les Perses. En quelque sorte, le monde arabe d'aujourd'hui a perdu ses repères traditionnels, a en quelque sorte échoué à s'auto-gérer, à s'auto-organiser avec les différents modèles du nationalisme arabe tels qu'ils ont été promus depuis les années 50. D'un côté, la Turquie, l'AKP, qui va promouvoir son modèle, entre guillemets, islamo-démocratique, mais qui n'en est pas moins un modèle fondé sur les principes de l'islam, qui vise à s'appliquer lentement et sûrement au sein de la société turque. De l'autre côté, l'Iran, qui lui, en présentant la face, le visage d'un islam beaucoup plus révolutionnaire, va se permettre de capter en quelque sorte la revendication arabe et musulmane, accueillir, recueillir la sympathie de ce qu'on appelle la rue arabe. Et ces deux toiles de fond se réunissent aujourd'hui par cet axe stratégique, Ankara-Téhéran, ces relations très proches entre d'un côté Recep Tayyip Erdogan et Mahmoud Ahmadinejad, qui déjà se préparent à gérer le Proche-Orient ensemble, à établir une sorte de condominium sur le Proche-Orient et sur le monde arabe. Les uns comme les autres y ont intérêt. Les uns comme les autres présentent des caractéristiques similaires, même si elles sont inversées. La Turquie, très grand pays sunnite, qui possède des minorités kurdes et bien sûr également une minorité proche du chiisme, les Alévis. L'Iran, très grand pays chiite, mais qui a des minorités sunnites, souvent d'ailleurs en rébellion avec Téhéran, notamment au Balouchistan, où on sait qu'elles sont en plus travaillées par la propagande d'Al-Qaïda. Donc Ankara et Téhéran, par cet axe aujourd'hui formé au Proche-Orient, défient à la fois les États-Unis, défient les pays du Golfe, et peuvent amener à eux les nouveaux régimes qui pourraient venir essaimer à partir de ces révoltes arabes. Il y a là un défi majeur pour Washington. Et on se demande si Barack Obama n'aurait pas pris en quelque sorte, dans sa volonté compréhensible de lutte contre Al-Qaïda, le parti finalement de trouver un modus vivendi, un compromis historique avec Ankara et Téhéran, ou du moins avec Ankara. Puisque dans ce jeu-là, c'est la Turquie qui mène en quelque sorte le jeu, qui tient l'essentiel des cartes, puisque c'est elle qui peut pouvoir contrôler ces régimes, et c'est elle également qui peut amener l'Iran, peut-être, ou à une voie de négociation, ou à une voie d'affrontement. Et on retiendra notamment une figure très importante,
qui est celle du ministre des Affaires étrangères turc, Ahmet Davutoglu, qui, à la fin des années 80, alors qu'il était professeur de relations internationales à l'université d'Istanbul, écrivait un livre de 600 pages qui s'appelait La profondeur stratégique, dans lequel il prenait ce qu'on pourrait appeler véritablement une politique néo-ottomane, dans laquelle il assignait à la Turquie le rôle en quelque sorte de revenir, de reconstituer l'Empire ottoman et de gérer le monde arabe et l'ensemble du Proche-Orient. Je crois que ce sont les défis auxquels l'Occident va être confronté, mais en tout cas une chose est certaine aujourd'hui, c'est que pour la première fois depuis la Première Guerre mondiale, nous risquons d'assister à un reflux considérable au plan politique, mais également au plan économique de l'Occident, de la région.